Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais j'ai besoin d'une perspective de personnes qui ne sont pas émotionnellement investies dans la dynamique de ma famille. Cette situation s'est développée au fil des mois et je suis complètement perdue. Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans et j'ai travaillé incroyablement dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Après avoir obtenu un diplôme en ingénierie logicielle à l'école polytechnique, j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique qui a été introduite en bourse. Grâce à des investissements prudents et à un mode de vie bien en dessous de mes moyens pendant des années, j'ai réussi à acheter une maison dans le sud de la France l'année dernière, une magnifique propriété de 4 chambres avec de vastes jardins et une piscine. C'est ma fierté et ma joie, le résultat de semaines de travail de 70 et du sacrifice de ma vie sociale tout au long de mes 20 ans. Mon jeune frère Julien, 25 ans, a toujours suivi un chemin différent. Il a abandonné la fac, a enchaîné les petits boulots au SMIC et dépend généralement du soutien financier de nos parents. Malgré cela, il a toujours été le favori de la famille. Charmant, extraverti et capable de convaincre tout le monde que son prochain projet serait le bon. Nos parents Michel et Christine lui ont toujours trouvé des excuses tout en m'imposant des standards impossibles à atteindre. Il y a 6 mois, Julien a annoncé ses fiançailles avec Sophie, une femme qu'il fréquentait depuis 8 mois. La famille était ravie, même si j'avais des réserves sur le calendrier précipité. Lors du dîner de fiançailles chez nos parents, la conversation a inévitablement tourné autour des lieux de mariage. Antoine a cette magnifique maison, a dit ma mère se tournant vers moi avec ce regard que je connaissais trop bien. Ce serait parfait pour une cérémonie en extérieur. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Maman, ma maison n'est pas un lieu de mariage, mais la famille s'entraide à interjeter mon père. Tu as tout cet espace qui ne sert à rien. Julien a immédiatement sauté sur l'occasion. Ça signifierait tout pour nous, Antoine. Tu sais, nous ne pouvons pas nous permettre ces prix de salle ridicules. Sophie a toujours rêvé d'un mariage dans un jardin. Sophie a hoché la tête avec enthousiasme, ses yeux déjà calculants. Nous avons visité des lieux et ils demandent 15 000 juste pour l'espace. Ton jardin est encore plus joli que la plupart d'entre eux. Je voulais refuser immédiatement. Mes 27 ans de conditionnement familial ont pris le dessus. Chaque réunion de famille depuis l'achat de ma maison avait inclus des commentaires subtils et moins subtils sur le fait qu'il était égoïste pour un homme célibataire d'avoir une si grande maison. Comment je devrais être plus généreux avec mon succès? Comment Julien n'avait jamais eu les mêmes opportunités? Je dois y réfléchir, et je dis, espérant gagner du temps. La campagne de pression a commencé immédiatement. Des appels quotidiens de ma mère sur la façon dont cela rapprocherait la famille. Des messages de Julien sur le fait que j'étais son seul espoir de donner à Sophie le mariage de ses rêves. Même des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter, ayant entendu parler de ma réticence à aider. Après 3 semaines de cela, j'ai craqué. D'accord, et je dis à Julien lors d'un appel téléphonique culpabilisant. Vous pouvez utiliser le jardin pour la cérémonie, mais il y a des conditions. N'importe quoi, frérot, tu es le meilleur. J'ai énoncé mes conditions. Il serait responsable de toute l'installation et du nettoyage. Tout dommage serait payé immédiatement. L'intérieur de la maison serait interdit à l'exception de 2 salles de bain. La réception se terminerait à 22 h en raison des règles de bruit du voisinage. Maximum 75 invités. Julien a tout accepté sans hésitation, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. La planification du mariage s'est accélérée. Sophie a commencé à venir chez moi sans y être invitée pour visualiser l'espace. Elle se promenait avec son téléphone, prenant des vidéos et des notes. Quand je travaillais à domicile, elle arrivait avec des échantillons de tissus et des arrangements floraux, me demandant mon avis sur des décorations qui m'étaient indifférentes. « Tu ne penses pas que nous devrions tailler ces différemment ?» a-t-elle demandé un jour debout dans mon jardin avec une expression critique. « Les as sont très bien, » et je répondis fermement. « Mais pour les photos, les restent tels quels, a-t-elle boudé ?» Mais elle a ensuite suggéré de repeindre le gazebo, puis de refaire la terrasse de la piscine, puis d'installer un meilleur éclairage extérieur. Chaque suggestion a été accueillie par un nom ferme et chaque nom a été suivi d'un appel téléphonique de ma mère sur la façon dont je ruinais le jour spécial de Sophie. 2 mois avant le mariage, les choses ont dégénéré. Je suis rentrée d'un voyage d'affaires pour trouver Julien et Sophie dans mon jardin, avec ce qui semblait être une organisatrice de mariage et un entrepreneur. Que se passe-t-il? Et je exigeais. Julien s'est approché de moi avec son sourire caractéristique. Juste pour obtenir des devis, frérot. Ne t'inquiète pas, nous nous en occuperons. Des devis pourquoi? Des petites améliorations? L'entrepreneur dit que nous pourrions ajouter une piste de danse temporaire sur la piscine pour juste. Absolument pas dehors. Tous l'entrepreneur et l'organisatrice de mariage sont partis rapidement, mais Julien et Sophie sont restés. Tu es déraisonnable, a dit Sophie. Nous essayons de rendre cela parfait. Parfait pour toi. C'est déjà parfait pour moi parce que c'est ma maison. N'amène plus personne ici sans ma permission. Cette nuit-là, ma mère a appelé en larmes.
Comment pouvais-je humilier Julien devant des professionnels du mariage? Ne comprenais-je pas à quel point ils étaient stressés? Pourquoi étais-je si difficile alors qu'ils essayaient juste de planifier un jour spécial? J'ai tenu bon, mais la culpabilité était accablante. Mon thérapeute que j'avais commencé à consulter il y a des années pour faire face aux problèmes familiaux m'a rappelé que les limites étaient saines et nécessaires. Pourtant, le savoir intellectuellement et le ressentir émotionnellement étaient deux choses différentes. Le mariage était maintenant dans 6 semaines et la liste des invités avait d'une manière ou d'une autre gonflé à 150 personnes. Quand j'ai confronté Julien, il a affirmé que c'était une erreur de communication. Nous ne pouvons pas désinviter la famille, a-t-il plaidé. La cousine de Sophie a déjà acheté des billets d'avion depuis la Corse. Ce n'est pas mon problème. Nous avons convenu de 75. Antoine, s'il te plaît. Juste cette fois, juste cette fois. La devise familiale quand il s'agissait des demandes de Julien. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté un maximum de 100 invités. J'ai également exigé une police d'assurance responsabilité civile pour l'événement et un contrat signé décrivant tous nos accords. Julien Semblenço até mais a obtempere. 3 semaines avant le mariage, j'ai entendu quelque chose qui a tout changé. J'étais chez nos parents pour le dîner du dimanche, arrivant tôt pour aider ma mère à cuisiner. Julien et Sophie étaient dans le salon, ne réalisant pas que j'étais dans la cuisine. Après la lune de miel, nous serons déjà installés, disait Sophie. Ce sera le timing parfait. Tu es sûr qu'Antoine ne va pas paniquer? A demandé Julien. Tes parents s'en occuperont. D'ailleurs, ce n'est que temporaire. 6 mois, peut-être 1 an, jusqu'à ce que nous économisions assez pour notre propre logement. La chambre parentale est incroyable. J'ai hâte de la redécorer. Mon sens s'est glacé. Je suis entrée dans le salon. De quoi parlez-vous? Ils ont tous les deux gelé. Julien s'est remis le premier, riant nerveusement. Et frérot, nous allions juste planifier d'emménager dans ma maison. Sophie a essayé de sauver la situation. Julien a mentionné que tu avais tout cet espace supplémentaire et nous pensions. Vous pensiez mal? Ma mère a choisi ce moment pour entrer du garage. Qu'est-ce que tout ce tapage? Julien et Sophie semblent penser qu'ils emménagent dans ma maison après le mariage, et je dis d'un ton neutre. Le visage de ma mère s'est illuminé. Oh, quelle merveilleuse idée! Tu as 4 chambres, Antoine, et tu es seul. L'altercation qui a suivi a été explosive. Mes parents ont insisté sur le fait que j'étais égoïste. Julien a affirmé que j'avais déjà offert un mensonge complet. Sophie a pleuré en disant qu'il ne pouvait se permettre de louer nulle part de dessin. J'ai tenu bon, déclarant clairement qu'il n'y avait aucune circonstance dans laquelle il vivrait dans ma maison. Alors peut-être devrions-nous reconsidérer le lieu, ai-je ajouté. La pièce est devenue silencieuse. Tu ne ferais pas ça à halte, ma mère. Et c'est moi. Les 2 semaines suivantes ont été une guerre froide, une communication minimale, des messages passifs-agressifs et plusieurs agents doubles sous la forme de tantes et donc l'appelant pour exprimer leur déception quant à mon manque de valeur familiale. Puis il y a 5 jours, tout a implosé. Ma voisine, Sylvie, m'a arrêtée alors que je relevais mon courrier. Antoine, je suis tellement excitée par les changements que vous apportez à la maison, a-t-elle dit joyeusement. Quel changement? Julien a mentionné que vous convertissez le sous-sol en appartement pour eux. Il a demandé si nous connaissions de bons entrepreneurs. J'ai vu rouge. J'ai immédiatement appelé Julien et exigé une explication. Je recueillais juste des informations, a-t-il dit défensivement. Pour l'avenir. Quel avenir? Vous n'emménagez pas. Sophie est enceinte. Les mots sont restés en suspens. J'ai traité cette tactique de manipulation avec le calme qui précède la tempête. Félicitations. Vous n'emménagez toujours pas? Comment peux-tu être si insensible? Ton neveu ou ta nièce aura besoin d'un foyer stable. Alors, tu ferais mieux de t'en occuper en tant que père. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. En moins de 8 heures, j'avais une lettre formelle rédigée stipulant que Julien et Sophie n'étaient pas des locataires, n'avaient aucune revendication de résidence et seraient en infraction s'ils tentaient de rester après la fin de la réception du mariage. J'ai également installé des caméras de sécurité autour de la propriété et changé mes serrures. L'explosion familiale a été nucléaire. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages allant de la déception à la rage pure et simple. Mon père s'est présenté chez moi sans invitation, exigeant que j'arrête ces bêtises et que je soutienne la famille grandissante de ton frère. Je les soutiens en leur laissant utiliser ma propriété gratuitement pour leur mariage, et je répondis. Cela leur fait économiser des milliers d'euros en frais de lieu. Ce n'est pas suffisant. La famille, c'est le sacrifice. J'ai assez sacrifié. Julien est un adulte. Il doit subvenir aux besoins de sa propre famille. Mon père est parti, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Alors, me voici une semaine avant ce mariage, me demandant si je devrais tout annuler. Je leur ai donné un pouce et ils essaient de prendre non seulement 1 000 mais toute ma vie.
Mon thérapeute dit que je fais ce qu'il faut, mais la culpabilité est écrasante. La moitié de ma famille élargie ne me parle plus. Mes parents me traitent comme si j'avais commis un crime. Suis-je un salaud de ne pas vouloir que mon frère et sa femme enceinte emménagent dans ma maison? Devrais-je annuler complètement l'offre de lieu de mariage? J'ai besoin d'une perspective extérieure parce que je me noie dans la manipulation familiale et que je ne vois plus clair. Première mise à jour, publiée 3 jours avant le mariage. La réponse à ma publication originale a été accablante et révélatrice. Merci à tous ceux qui ont confirmé que je ne perdais pas la tête. Vos commentaires m'ont donné la force de faire ce que j'aurais dû faire il y a des mois. 2 jours après ma publication, j'ai pris une décision. J'ai appelé Julien et je lui ai donné un ultimatum. Montre-moi la police d'assurance responsabilité civile, le contrat signé acceptant toutes les conditions et une déclaration écrite stipulant que lui et Sophie ne tenteraient pas d'emménager dans ma maison où le mariage était annulé sur ma propriété. Il a explosé. C'est dans 3 jours. Tout est arrangé. Alors, tu ferais mieux d'obtenir ces documents rapidement. Ce qui a suivi a été 24 heures de la manipulation familiale la plus intense que j'ai jamais vécue. Ma mère s'est présentée à mon lieu de travail, ce qu'elle n'avait jamais fait en 8 ans avec l'entreprise. Elle a fait une telle scène que la sécurité a dû l'escorter. Elle pleurait, hurlant que je détruisais la famille. Mon patron, heureusement, était compréhensif. Drame familial, a-t-il demandé après son départ. Vous n'avez aucune idée. Ce soir-là, mon père et mon oncle sont arrivés chez moi ensemble. Ils ont tenté le coup du gentil policier, méchant policier. Mon oncle a joué le médiateur compréhensif tandis que mon père a menacé de me déshériter. J'ai ri de ça. Quell'héritage? La maison hypothéquée pour aider à payer les échecs commerciaux de Julien. L'épargne retraite que tu as liquidée pour sa voiture. Vaï, déshérite-moi de rien. Ils sont partis quand j'ai menacé d'appeler la police. Le lendemain matin, hier, Julien a finalement envoyé la police d'assurance. Elle était d'1 million d'euros de couverture de responsabilité. Bien, le contrat cependant avait été modifié. Là où il était initialement stipulé que la réception se terminait à 22 heures, il était maintenant écrit que la réception se terminait à une heure raisonnable. Là où il était écrit maximum 100 invités, il était maintenant écrit environ 100 invités. Je l'ai appelé immédiatement. Bel essai. Envoie le contrat original non modifié, signé ou trouve un autre lieu. Tu es un dictateur, a-t-il crié. Je suis un propriétaire qui protège ses biens. 2 heures plus tard, Sophie a appelé. Son approche était différente des larmes et de la manipulation émotionnelle. Antoine, je suis enceinte et stressée. C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie et tu es en train de le ruiner. J'ai déjà parlé de l'endroit à toute ma famille. Ma grand-mère vient de Marseille. Elle a 82 ans et c'est peut-être son dernier événement familial. Comment peux-tu nous faire ça? Je ne vous fais rien. J'ai offert ma propriété sous des conditions spécifiques. Toi et Julien êtes ceux qui essaient de manipuler la situation. Envoyez les documents corrects ou prenez d'autres dispositions. Elle m'a raccroché au nez. Hier soir à 23 heures, Julien a finalement envoyé le contrat correctement signé et la déclaration écrite de non-déménagement. Mais voici le clou du spectacle. Il a également envoyé un message groupé à toute la famille élargie. Malgré les menaces et les ultimatums d'Antoine, Sophie et moi avons accepté ces exigences déraisonnables parce que nous n'avons pas le choix 3 jours avant notre mariage. Nous avons le cœur brisé que l'argent et la propriété comptent plus pour lui que la famille. Mais nous signerons tout ce qu'il veut pour que nos grands-mères puissent nous voir nous marier. Les réponses ont été rapides et brutales. Des cousins me traitant d'insensible, des tantes disant qu'elles étaient déçues de ce que j'étais devenue. Un oncle a suggéré que j'avais besoin d'une thérapie pour mes problèmes de contrôle. J'ai répondu avec mon propre message groupé. Je mets ma maison à disposition gratuitement pour votre mariage, vous faisant économiser environ 15 000 en frais de lieu. J'assume également toute responsabilité pour 100 invités sur ma propriété. La seule chose que j'ai demandé est un respect élémentaire de ma propriété et des limites claires concernant les arrangements de vie. Si cela fait de moi le méchant, qu'il en soit ainsi. La moitié de la famille m'a soutenu après cela, créant une fissure qui durera probablement des années. Mais je m'en fiche maintenant. Le mariage est dans 3 jours et j'ai engagé de la sécurité 2 policiers hors service qui vérifieront les noms à l'entrée et s'assureront que tout le monde parte avant 22 heures. J'ai également installé des caméras temporaires couvrant chaque centimètre de l'espace extérieur. Mon meilleur ami David et sa femme, Sarah, resteront avec moi pendant le mariage pour servir de témoins et de soutien. Ils ont été incroyables pendant toute cette épreuve, me rappelant que la famille choisie est tout aussi précieuse que la famille de sang. Je ferai une nouvelle mise à jour après le mariage en supposant que ma maison soit toujours debout. 2e mise à jour, publiée le lendemain du mariage. Le mariage est terminé. Ma maison a survécu. Ma relation avec ma famille n'a peut-être pas survécu. La journée a commencé à 7 heures du matin avec l'arrivée des prestataires.
J'étais préparée avec une liste détaillée de ceux qui étaient et n'étaient pas autorisés. Mon ami David a agi comme personne de contact pendant que je travaillais depuis mon bureau à domicile, essayant de maintenir une certaine normalité. À 9 heures, l'organisatrice de mariage de Sophie a tenté d'entrer chez moi, affirmant qu'elle devait installer une suite nuptiale dans ma chambre parentale. David l'a refoulée. Elle a appelé Sophie qui a appelé Julien qui a appelé ma mère qui m'a appelé. Laissez-les juste utiliser une pièce pour se préparer, appeler ma mère. Ils ont une chambre d'hôtel pour ça. Mais j'ai raccroché. À midi, j'ai remarqué que des vendeurs installaient des chaises, bien plus de 100. J'ai compté 150 chaises en train d'être installées. J'ai immédiatement confronté l'équipe d'installation qui m'a montré une commande de 150 chaises signée par Julien. Je leur ai fait retirer 50 chaises pendant qu'ils se plaignaient du travail supplémentaire. Je m'en fichais. Julien est arrivé à 14 heures avec ses garçons d'honneur. Il a essayé de prendre à la légère la situation des chaises. Allez frérots, ce ne sont que quelques chaises supplémentaires. C'est 50% de plus que ce que nous avons convenu. Le contrat stipule un maximum de 100 invités. Certaines personnes pourraient ne pas venir, alors vous aurez des chaises vides. Les agents de sécurité sont arrivés à 15 heures et ont immédiatement prouvé leur valeur. Ils ont refoulé un DJ qui essayait d'installer d'énormes enceintes qui auraient violé les règles de bruit. Apparemment, Julien l'avait embauché à la dernière minute pour remplacer le guitariste acoustique initialement prévu. Le DJ est parti furieux et Julien a dû se démener pour faire revenir le guitariste. Les invités ont commencé à arriver à 16 heures pour la cérémonie de 17 heures. Les agents de sécurité ont vérifié chaque nom sur la liste. À 16h45, ils ont refoulé 12 personnes qui n'étaient pas sur la liste approuvée. Chaque rejet a provoqué un mini-drame avec des appels téléphoniques et des plaintes, mais les agents sont restés fermes. La cérémonie elle-même était magnifique. J'admets que le temps était parfait, le jardin était splendide et Sophie était radieuse. Pendant environ 1 heure, j'ai pensé que les choses iraient peut-être bien. Puis la réception a commencé. Malgré le guitariste acoustique contractuel, Julien avait d'une manière ou d'une autre arrangé qu'un ami apporte du matériel de sonorisation professionnel. Quand ils ont commencé à l'installer, je suis immédiatement intervenue. Absolument pas, c'est juste pour les discours, a protesté Julien. Utilisez le microphone du guitariste ou rien. Mon père est intervenu. Antoine, tu fais une scène au mariage de ton frère ? Julien en fait une en violant notre contrat. Le matériel de sonorisation a été retiré, mais l'attention était palpable. Les invités chuchotaient, prenaient parti. J'ai entendu une tante dire Antoine est ridicule. Tandis qu'une cousine répondait, c'est sa maison quand même. À 20 heures, quelque chose d'intéressant s'est produit. La grand-mère de Sophie, la femme de Vian de Marseille, s'est approchée de moi. Vous devez être Antoine, a-t-elle dit chaleureusement. C'est une si belle maison. Merci de la partager aujourd'hui. De rien, Madame Durand. Elle s'est penchée d'un air conspirateur. Sophie m'a dit que vous les laissiez éménager après la lune de miel. C'est très généreux. Mon sens glacé. Pardon? Oh. Elle a dit à tout le monde que vous leur aviez offert la maison d'amis pendant qu'ils économisaient pour leur propre logement. Quel beau frère généreux vous serez. Je me suis excusée et j'ai trouvé David. Nous avons un problème. David et Sarah ont discuté avec les invités, posant des questions discrètement sur les projets des jeunes mariés. Les histoires variaient. Certains avaient entendu dire qu'ils emménageaient dans ma maison d'amis. D'autres avaient entendu parler de l'appartement au sous-sol et une cousine s'était fait dire qu'il prendrait la chambre parentale pendant que je déménagerais dans une pièce plus petite. À 21h30, j'ai donné l'avertissement de 30 minutes avant la fin de la réception. Julien en a ri. La fête ne fait que commencer. Elle se termine à 22h comme convenu. Antoine, ne sois pas ce genre de personne. Je suis exactement le genre de personne qui possède cette maison et qui a fixé des limites claires. À 21h55, j'ai coupé le courant de l'éclairage extérieur et du système de sonorisation. Les invités ont compris le message et ont commencé à partir non sans grogner. Julien était furieux, mais ne pouvait pas faire de scène avec des invités encore présents. Alors que les derniers invités partaient à 22h, Sophie s'est approchée de moi les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère. Tu as ruiné notre mariage, a-t-elle sifflé. J'ai organisé votre mariage gratuitement. De rien. Nous nous en souviendrons, a ajouté Julien. Sa menace est en clair. Moi aussi. Ai-je répondu. L'équipe de nettoyage a travaillé jusqu'à minuit. J'ai supervisé chaque minute, notant les dégâts, minutieusement et m'assurant que rien n'était laissé. David et Sarah sont restés jusqu'à ce que tout soit terminé, apportant un soutien moral et servant de témoin. Ce matin, je me suis réveillée avec 47 messages. Le chat de groupe familial avait explosé pendant la nuit avec des photos du mariage et des commentaires sur mon comportement. Certains m'ont soutenu, d'autres m'ont traité de contrôlant et d'égoïste.
Mais la vraie bombe est venue de ma cousine Catherine qui avait entendu Julien et Sophie au bar de l'hôtel après la réception. Ils racontaient apparemment à la famille de Sophie qu'ils prévoyaient de se présenter chez moi après leur lune de miel avec leurs affaires, pensant que la pression familiale et la grossesse me forceraient à les accueillir. J'ai déjà programmé une consultation avec mon avocat pour lundi, afin de discuter d'une ordonnance restrictive si nécessaire. J'ai également informé ma société de sécurité que j'aurais besoin de patrouilles régulières pour le mois prochain. Le mariage est terminé, mais j'ai l'impression que cette bataille ne fait que commencer. Dernière mise à jour, publiée 2 mois plus tard. J'ai hésité à écrire cette mise à jour pendant des semaines. Une partie de moi voulait laisser ce chapitre de ma vie derrière moi, mais je sais que beaucoup d'entre vous qui avez investi dans cette histoire méritent une conclusion. De plus, l'écrire m'aide à traiter tout ce qui s'est passé. Julien et Sophie sont revenus de leur lune de miel de 2 semaines à Majorque, payés par les parents de Sophie, exactement comme ma cousine Catherine les avait entendus le planifier. Un dimanche après-midi, ils se sont présentés chez moi avec un camion de déménagement et les parents de Sophie. J'étais préparée. Les caméras de sécurité m'ont alertée quand ils se sont garés dans l'allée. Je les ai rencontrés à la porte avec David et mon avocat Thomas, que j'avais retenu après le mariage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Julien, désignant le camion comme si je n'avais pas Dieu. « Il semble que vous soyez confus au sujet de vos arrangements de vie, » ai-je répondu calmement. La mère de Sophie, Sandrine, s'est avancée. « Antoine, vous n'allez sûrement pas refuser une femme enceinte et votre propre frère. » « Je ne refuse personne car personne ne vit ici à part moi. » Thomas a remis à Julien un avis formel d'intrusion. « Monsieur Dubois, cette lettre vous informe officiellement que vous n'êtes pas le bienvenu sur cette propriété, sauf sur invitation explicite. Toute tentative d'établir une résidence sera suivie d'une action en justice. » Sophie a commencé à pleurer. Sa tactique de manipulation habituelle. Où sommes-nous censés aller ? Nous avons rendu notre appartement. Cela ressemble à une mauvaise planification de votre part. Mes parents sont arrivés en quelques minutes, ayant clairement été appelés en renfort. La scène dans mon allée était surréaliste. Un camion de déménagement, 6 adultes qui se disputent et mon avocat qui prend calmement des notes. « Antoine, c'est insensé » a crié ma mère. Ce sont de la famille. La famille n'embusque pas les gens avec des camions de déménagement. Mon père a tenté l'approche autoritaire. « Mon fils, nous devons en discuter à l'intérieur en privé. » Non, nous n'avons pas à le faire. C'est ma propriété et j'ai clairement exprimé ma position depuis des mois. L'impasse a duré 2 heures. Les voisins sont sortis pour regarder. La police a finalement été appelée par moi pour faire appliquer l'avis d'intrusion. Les agents ont été professionnels et ont clairement fait savoir que Julien et Sophie n'avaient aucun droit légal d'être sur ma propriété. Le camion de déménagement est parti suivi d'une parade de membres de la famille déçue. Mais ce n'était que le début. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai enduré une campagne de harcèlement coordonné. Ma mère appelait en pleurant tous les jours. Mon père envoyait de longs emails sur le devoir familial. Des tantes et des oncles me contactaient avec leurs opinions. La famille de Sophie a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, me dépignant comme un monstre insensible qui a rendu une femme enceinte sans abri. Le point de rupture est survenu lorsque Julien a publié sur Facebook que j'avais ruiné leur vie et causé des complications de grossesse à Sophie à cause du stress. La publication est devenue virale dans notre communauté. J'ai commencé à recevoir des messages de haine d'étrangers. Quelqu'un a laissé un rat mort sur mon pas de porte avec un mot, me traitant de vermine insensible. C'est alors que j'ai décidé de passer à la contre-attaque avec la vérité. J'ai compilé tous les messages textes, emails et contrats des 6 derniers mois. J'ai documenté chaque mensonge, chaque manipulation, chaque accord rompu. J'ai écrit une chronologie complète des événements et les publié sur Facebook en taguant tous ceux qui m'avaient attaqué. Mais la cerise sur le gâteau étaient les images de sécurité du mariage. Vous vous souvenez de ces caméras que j'ai installées ? Elles ont filmé Sophie disant à ses demoiselles d'honneur qu'elle n'était jamais réellement enceinte. Elle prévoyait de tomber enceinte rapidement une fois installée dans la maison pour qu'il me soit plus difficile de les expulser. Elle a littéralement dit « Une fois que nous serons à l'intérieur, il ne pourra pas jeter un bébé ». La réaction a été immédiate et sévère. La famille de Sophie est passée en mode gestion de crise. Mes parents étaient mortifiés, non pas à cause de Julien et Sophie, mais à cause de moi pour avoir étalé les affaires de famille. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. La vérité a commencé à sortir d'autres personnes aussi. Ma cousine Catherine a révélé que Julien lui avait emprunté 5 000 pour le mariage et ne l'avait jamais remboursé. Mon oncle a révélé que Julien lui devait 12 000 d'un investissement commercial il y a 3 ans. La cousine de Sophie a admis que Sophie avait fait quelque chose de similaire à sa colocataire à la fac, et ménagé temporairement et refusé de partir pendant 8 mois jusqu'à ce qu'elle soit légalement expulsée. La famille a commencé à se fracturer le long des lignes de la vérité contre le déni. Mes parents ont redoublé d'efforts pour soutenir Julien, leur offrant même d'emménager dans leur maison. Cela a duré exactement 1 semaine avant que l'attitude de Julien et Sophie ne pousse même mes parents à bout.
Ils avaient apparemment essayé de rénover la chambre parentale de mes parents sans permission et avaient été pris en train de vendre les bijoux de ma mère en ligne pour financer leur nouvelle vie. Julien et Sophie ont été mis à la porte et ont fini par éménager chez les parents de Sophie à Nantes. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux par le bouche à oreille familial, ils causaient déjà des problèmes là-bas aussi. Quant à mes relations familiales, mes parents et moi sommes en contact limité. Nous pouvons avoir des conversations polies lors des événements familiaux, mais la proximité que nous avions autrefois a disparu. Ils croient toujours que j'aurais dû aider davantage et j'ai accepté qu'ils ne verront jamais le comportement de Julien comme problématique. Julien et moi ne nous sommes pas parlé depuis l'incident du camion de déménagement. Il est bloqué sur tous mes réseaux sociaux et mon téléphone. J'ai entendu dire qu'il disait aux gens que j'étais mort pour lui. Le sentiment est mutuel. La famille élargie est divisée. Certaines tantes et certains oncles se sont excusés pour leur réaction initiale. D'autres pensent toujours que je suis égoïste. J'ai fait la paix avec les deux réponses. Le résultat positif inattendu. Je me suis rapproché de cousins et de membres de la famille qui ont également été victimes des stratagèmes de Julien au fil des ans. Nous avons formé notre propre groupe de soutien en quelque sorte. Le club des survivants de Julien, comme nous l'appelons en plaisant, mon thérapeute a été inestimable tout au long de ce processus. Elle m'a aidé à comprendre que j'avais été programmée depuis la naissance pour être le responsable, le réparateur, celui qui sacrifie pour la famille. Briser cette programmation a été douloureux mais nécessaire. J'ai également appris le pouvoir des limites et de la documentation. Chaque interaction qui me semblait étrange, je l'ai documentée. Chaque signal d'alarme, je l'ai noté. Quand le moment est venu de me défendre, j'avais des preuves pour tout. La maison est paisible maintenant. J'ai installé un meilleur système de sécurité et j'ai clairement fait savoir à toute la famille que les visites surprises n'étaient pas les bienvenues. Je fréquente quelqu'un de nouveau, Elisabeth, qui a été incroyablement solidaire et compréhensive face à mon drame familial. Elle m'a même remercié d'avoir des limites si fortes, disant que cela lui montrait que je ne laisserais pas les gens nous marcher dessus si nous devenions sérieux. Avec le recul, je me demande si j'aurais pu gérer les choses différemment. Peut-être, mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Ma maison est mon sanctuaire, mon espace sûr, mon accomplissement. J'ai travaillé dur pour cela et personne, pas même la famille, n'a le droit de me le prendre. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent dans des situations similaires, voici mon conseil. 1. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose ne va pas. 2. Documentez tout. 3. Obtenez une aide juridique tôt, pas en dernier recours. 4. Ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres. 5. Rappelez-vous que non est une phrase complète. 6. La famille n'est pas un permis pour l'abus ou la manipulation. 7. Il est normal de couper les ponts avec des personnes toxiques, même si elles sont de votre famille. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Vos commentaires et messages m'ont gardé Saint-Esprit quand j'avais l'impression de devenir fou. Je suis dans une bien meilleure position maintenant, et même si j'ai perdu certaines relations familiales, j'ai gagné le respect de moi-même et la paix de l'esprit. Et non, avant que quelqu'un ne demande, Julien et Sophie ne sont pas réellement enceintes. Cela a été confirmé par la sœur de Sophie qui a tendu la main pour s'excuser du comportement de sa famille. Apparemment, ce n'était qu'une tactique de manipulation que Sophie avait déjà utilisée. Ma maison reste ma maison. Ma vie reste ma vie. Et pour la première fois en 28 ans, je vis les deux selon mes propres termes.